Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le making of de mon dernier reportage. Si vous ne l'avez pas encore vu, évidemment, je vous invite à aller le voir. Alors ça fait un petit moment que je devais tourner ce sujet vidéo chez Hémisphère, et puis en voyant la 7 IV, je me suis dit que c'est quand même un bon boîtier, hein. Il est quand même très performant en vidéo, ça mérite voilà, d'avoir un sujet comme ça de reportage pour tester cette caméra. Donc j'espère déjà que ça vous a plu, je suis vraiment très content de la tournure de ce reportage, et juste déjà avoir l'occasion de les rencontrer, de pouvoir discuter avec eux, Emeline et Mathieu, tous les deux, ils sont hyper sympas. Si vous suivez un petit peu l'actualité autour du gaming en France, je pense que vous les connaissez déjà, ou en tout cas vous aviez déjà entendu parler de leur travail. Et là c'est hyper intéressant de pouvoir suivre dans l'ordre toutes les étapes, tout le procédé de création autour de la gravure d'un boîtier PC. Et c'est là aussi ce qui a été un petit peu différent et peut-être le petit plus de ce reportage par rapport à ceux que j'ai fait précédemment, c'est qu'en plus de l'interview fixe habituelle, on a aussi cette sorte de micro-trottoir d'interview dynamique où elle nous explique et nous montre étape par étape comment elle fait. Et comme ça, en une journée, assez rapidement, j'ai pu filmer quasiment toutes les étapes de création. Donc moi, personnellement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé sur ce projet. Et puis là, ce qui était chouette pour ce projet de reportage, il y a Vivien, un de leurs amis d'ailleurs, et qui suit également la chaîne, qui a pu m'aider voilà, pour filmer ce making of. Donc c'est grâce à lui que vous avez tous ces plans de tournage pour le making of, c'est hyper chouette. Donc un grand merci à lui, en plus d'être super sympa, il est vidéaste, donc ça tombait bien. J'ai mis ses réseaux dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour. Du coup, le contexte très rapidement, j'ai filmé chez eux, hein, chez Hémisphère PC, chez Emeline et Mathieu. Ça a duré à peu près une journée, on a commencé à tourner vers 10h, 10h30 je pense, et on a fini vers 20h, 20h30. Donc comme d'habitude, l'objectif de ce reportage, c'était de mettre en avant la caméra que je suis en train de tester, donc là, la 7 IV, et là du coup, j'ai surtout tester les performances en vidéo du boîtier, mais j'ai fait également quelques photos, même si je peux pas encore traiter les RAW dans Adobe, vous pouvez retrouver quand même ces photos sur mes réseaux sociaux. Donc là j'ai commencé par l'interview, c'est quand même le fil directeur de mon reportage. Donc pour l'interview côté matériel, j'aime bien utiliser deux caméras hein, pour avoir deux valeurs, deux points de vue différents, et puis ensuite au montage c'est beaucoup plus simple s'il y a des cuts à faire. Donc j'ai utilisé la 7 IV pour le plan large, j'ai utilisé le 24 mm f1.4 GM de chez Sony, et en deuxième caméra j'ai utilisé le Sony A7C avec le 85 mm f1.8 toujours de chez Sony. Les deux boîtiers ont filmé en S-Log 3, évidemment le Sony A7C c'est du 8 bits, il y aura un peu plus de travail en étalonnage, on le verra tout à l'heure pour faire correspondre l'image avec la 7 IV, mais c'est pas impossible. Au niveau du format de la résolution pour le Sony A7 IV, j'ai filmé en 4K Ultra HD, j'ai filmé en All Intra, en 4:2 et sur 10 bits. Donc voilà pour la caméra, les objectifs. Ensuite, au niveau de l'audio, j'ai utilisé le kit Rode Wireless Go, voilà, pour la personne interviewée. Du coup, j'avais connecté le kit sur le Zoom H6, ce qui me permet d'utiliser des petits micro-caméras de sécurité. J'avais le MKE 400 sur le Sony A7 IV et j'avais le Deity D3 Pro sur le Sony A7C. C'est juste des micros de sécurité. Idéalement, voilà, je vais pas m'en servir, mais au cas où, c'est bien de les avoir. En tout cas, moi, ça me rassure. Au niveau des supports, des trépieds, bah voilà, c'est les deux trépieds de chez KNF Concept que j'utilise depuis plusieurs années. Pour ce genre de caméra, avec le setup que j'avais, c'était pas bien lourd, donc ça suffisait amplement. Et puis important aussi, au niveau du filtre, j'ai utilisé le dernier kit de chez Freewell, que je vous ai présenté déjà sur la chaîne YouTube. Donc j'avais un ND variable de ND2 à ND5, et puis j'avais également leur filtre mist. Alors, on connaît pas exactement la densité, ils nous la donnent pas, mais l'effet est quand même assez marqué au niveau du glow des hautes lumières. Pour moi, c'est plus élevé que du 1/4, c'est au moins du 1/2, mais je trouve que ça rend plutôt bien. En tout cas, sur ce projet, ça marche bien. Je savais que j'aurais certainement des lumières dans le champ, des tubes LED, donc je me suis dit voilà, ça pourrait rendre bien. En tout cas, ça serait le moment de tester ce filtre sur un gros projet comme ça. Donc au niveau de l'éclairage, vraiment très simple, tout a été éclairé avec du non-light. Donc j'ai utilisé en key light le Forza 60 avec sa softbox. J'ai pas besoin de plus gros, de plus puissant, hein, ça fonctionne bien. Et puis en contre, en backlight, j'ai utilisé le Forza 60B. Et la différence avec celui-là, c'est que je peux contrôler la température de couleur. Je devais être à 3200 Kelvin, je pense, et puis j'ai utilisé le bol réflecteur, voilà, pour diriger un petit peu mon faisceau sur le sujet, pour dessiner un petit peu l'arrière. Le contre est situé à l'opposé de la key light, et voilà, donc j'ai deux sources d'éclairage pour cette interview. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est assez sympa, on a quelque chose d'assez contrasté, d'assez visuel. Et puis petit conseil aussi, quand la personne interviewée ne s'adresse pas directement à la caméra et répond aux questions de l'intervieweur, généralement on va placer la face du visage la plus sombre du côté le plus proche de la caméra. C'est un peu plus esthétique, un peu plus visuel, on a un beau contraste à l'image, et pour une interview, je trouve que ça fonctionne bien. Même si là, j'étais un tout petit peu coincé, c'est vrai qu'on avait une pièce assez longue mais pas très large,
Donc j'aurais peut-être aimé décaler encore un peu plus ma key light sur le côté pour avoir peut-être un schéma de Rembrandt un peu plus marqué sur le visage, mais dans l'ensemble je suis quand même assez content du résultat et je trouve même que visuellement c'est une des interviews que j'ai le plus aimé parmi tous les reportages que j'ai fait jusqu'à présent. J'avais fait attention aussi à la composition, là je trouve que l'interview est intéressante parce qu'on a des points de lumière qui viennent un peu remplir l'image, un peu dynamiser la composition. En fait on a presque un bout du bol de réflecteur dans le coin haut de l'image et du coup on a un beau flair, je trouve que c'est assez joli. Et puis on a aussi cette autre tache de lumière voilà, qui est créée par le hublot qui fait partie de leur décor. J'ai juste fait attention à ce qu'il soit un petit peu détaché du visage. C'est vrai qu'au début il chevauchait un petit peu par rapport à la tête, donc j'ai essayé de faire en sorte que la composition soit aérée, on va dire qu'il n'y ait pas trop de zones vides et de zones trop texturées, trop remplies. Donc on a commencé par l'interview, ensuite on a fait toutes les étapes de création. Donc là j'ai rajouté aussi ces petites parties d'interview un peu plus dynamiques, on va dire ça comme ça. En fait il y avait deux possibilités, soit elle expliquait pendant l'interview principale toutes les étapes de création, mais là du coup ça allait être forcément un peu moins précis parce qu'elle le fait de tête et elle allait résumer, alors que là d'avoir le support en face d'elle, bah forcément elle va rentrer un peu plus dans le détail et puis juste après on peut la voir travailler, je fais différents points de vue et je fais mes images d'illustration. Donc j'ai bien aimé cette façon de travailler pour filmer ce reportage. Donc là même chose, hein, comme on est au même endroit dans la même pièce que celle où on a tourné l'interview, donc au niveau de la lumière j'ai continué d'utiliser le Forza 60 en key light, il y avait toujours le contre, voilà, j'ai juste modifié légèrement les axes pour que la lumière soit toujours axée sur la scène, sur le sujet. Alors là pour toutes ces parties d'illustration j'avais rajouter le moniteur externe. Donc là, j'ai pas utilisé l'Atomos, je suis en train de tester en ce moment et je vous prépare une review dessus. C'est un moniteur de chez Portkeys, c'est le LH5P, voilà, c'est un 5,5 pouces. Il est assez sympa, il est moins cher que l'Atomos et voilà, il fonctionne très bien. Donc moi, j'avais réglé le focus picking et puis j'avais aussi mes barres de référence avec les zones un peu plus sombres pour commencer à cadrer en 2.35. Donc le moniteur, pour moi, c'est quand même assez important pour bien visualiser l'image et puis comme je fais toujours mon point, ma mise au point en manuel, c'est important aussi d'avoir un écran un peu plus grand que celui du boîtier pour utiliser le focus picking. Donc là pour la partie des illustrations j'ai un peu alterné entre des plans sur trépied mais j'ai fait quand même majoritairement des plans à main levée. Alors quand je suis à main levée, moi j'ai utilisé la stabilisation active que je trouve vraiment bien pour l'avoir testé déjà sur la 7S3, sur la FX3 il me semble aussi. Alors oui on a un petit crop supplémentaire mais comme je suis au 24 mm, moi c'est pas une gêne particulière pour moi et au moins je suis sûr d'avoir au final un mouvement assez stable. Alors ça m'a pas empêché de restabiliser certains plans en post-production sur DaVinci Resolve, mais ceux que j'ai surtout stabilisés, c'est tous les plans d'introduction sur le décor. Ceux que j'ai pas stabilisés, finalement, c'est surtout les illustrations au niveau des différentes étapes de création. Et puis, si je peux vous donner un petit conseil aussi quand vous voulez faire des plans à main levée, faut jamais oublier que c'est pas les bras qui se déplacent parce que là, vous allez avoir beaucoup de difficultés à avoir un mouvement fluide. Déjà, quand vous voulez faire un mouvement, ça sert à rien de se balader, hein, c'est des tout petits mouvements sur 10-20 cm. J'ouvre un petit peu mes jambes et voilà, c'est le buste qui se déplace avec la caméra. Généralement, c'est de cette façon que vous allez avoir le mouvement le plus stable et vous allez surtout transmettre un peu moins de vibrations à la caméra. Et puis aussi, pour toutes ces illustrations, au niveau de l'objectif, finalement, j'ai filmé qu'avec le 24 mm f1.4. J'avais d'autres objectifs dans le sac, mais au final, il est génial. En fait, le 24 mm, c'est une de mes focales préférées. Je trouve que là, pour le reportage, ça fonctionne bien parce qu'on a toujours un angle de vue assez large, donc on a quand même du contexte et je trouve que c'est important sur des sujets comme ça, sur des métiers d'artisanat, de saisir un petit peu l'ambiance de la pièce et en même temps avec la grande ouverture, si j'ai envie, je peux me rapprocher et isoler un petit peu le sujet, l'action avec un flou d'arrière-plan un peu plus marqué. Donc voilà, tout a été filmé avec le 24 mm. En fait, on a un effet de proximité qui est très intéressant. Vraiment, le spectateur est proche de la scène, de l'action. Alors évidemment, il faut faire attention, surtout si on place le sujet sur un bord de l'image, on va peut-être avoir un petit peu de distorsion, un peu de déformation. Mais voilà, moi en tout cas, j'aime beaucoup ce 24 mm G Master. C'est le seul que j'ai dans cette série, dans cette gamme. Et pour du reportage, en tout cas en vidéo, je vous le conseille vraiment. Donc au niveau des lieux, on a commencé dans cette première pièce, c'est là aussi où j'avais fait l'interview. Et puis on a continué aussi dans leur deuxième partie d'atelier qui se trouve dans leur garage. Alors évidemment, elle a des éclairages à elle, mais j'ai quand même préféré réutiliser mes projecteurs. Donc j'ai descendu mon Forza 60 avec la softbox et également mon 60B avec le bol réflecteur. Même schéma de lumière, je mets la key light d'un côté. Là, c'était surtout pour rehausser un petit peu l'ambiance du garage. Et puis à l'opposé, pour apporter un peu plus de contraste, casser un petit peu la douceur
diffuseur, apporter un petit peu de liseré sur les formes, sur notre sujet, et puis rajouter aussi un peu de flair, sachant que j'avais le filtre Glow Mist. Donc c'est vraiment un effet que j'avais recherché pour ce reportage. Et puis pour les illustrations, j'ai beaucoup utilisé aussi les tubes LED. Donc j'avais le nouveau Pavotube 15X2 de chez Nonlight et le Pavotube 6C qui est le format le plus réduit que j'avais installé sur un mini trépied Manfrotto. Donc il est très simple à installer, à orienter. Et vous l'avez vu dans le reportage, plein de fois j'ai filmé les tubes LED, plein de fois on les voit apparaître dans le champ. Et moi personnellement, ça me dérange pas. Bon, déjà c'est un choix. Et puis au final, c'est pas incohérent. On est dans des métiers de fabrication, de création, d'artisanat. On peut s'attendre à ce que le créateur ait différentes sources de lumière. Et sur ce type de reportage, ça me dérange pas de voir apparaître un projecteur par-ci par-là, un tube LED, voilà. Donc encore une fois, si vous connaissez pas ces tubes LED de chez Nonlight, je vous les recommande. J'ai déjà fait des reviews sur ces produits. Je pense que c'est important d'en avoir un ou deux avec soi sur son tournage. Et surtout, on peut créer des ambiances lumineuses assez intéressantes très rapidement. Alors au niveau du montage, donc voilà la timeline principale avec tout le reportage dessus. Donc on a une timeline de 20 minutes. Alors ça peut paraître complexe, hein, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc là, évidemment, on est dans DaVinci Resolve version studio. Maintenant, voilà, je fais tous mes projets là-dessus. Alors rapidement, comment moi j'opère? En fait, j'ai remarqué que maintenant j'utilise à peu près la même méthode sur ce genre de projet, sur ce genre de reportage. Donc en fait, je fais une première timeline, tu vois, là je l'ai appelé interview prépa. J'ai une première timeline comme ça où je vais mettre tous mes plans d'interview les uns à la suite des autres. Là, j'élimine pas du tout les respirations ou les parties qui ne m'intéressent pas. Là, l'objectif de la timeline, c'est vraiment d'avoir toutes les séquences d'interview. Donc évidemment, je synchronise ma caméra principale avec la deuxième caméra. Je synchronise bien mon audio. Là, tu vois, j'ai désactivé donc les pistes audio de sécurité, on va dire, c'est les pistes des micro-caméras. J'ai conservé uniquement la piste audio du Zoom H6 avec le kit Rode Wireless Go. Et puis voilà, c'est tout ce que je fais sur cette timeline, mais au moins, ensuite, sur ma timeline de reportage, si j'ai un souci, j'ai oublié quelque chose, je peux revenir chercher voilà, les séquences manquantes sur cette timeline. Donc ensuite, j'ai ma timeline principale où j'assemble petit à petit mes différentes séquences. Donc évidemment, au début, je suis parti de l'interview. Ensuite, j'ai fait une autre séquence où là, j'ai étalé juste les plans on va dire d'interview dynamique. Donc il n'y en avait pas tant que ça en soi, tu vois, il y avait voilà, il y avait 7 plans à peu près. Donc je les ai mis là encore une fois pour les avoir et ne pas perdre du temps à les chercher ensuite dans mes rushs. Donc là je les ai juste j'ai coupé hein, le in et out pour avoir la bonne partie. Là c'était juste une seule prise, il n'y avait pas deux caméras et puis Emeline était assez à l'aise donc tous ces plans là j'ai pu les utiliser. Et puis aussi très important, j'ai une autre timeline où je mets tous les plans que je n'ai pas utilisés. Donc tous les plans que finalement je n'utilise pas dans le reportage, ils finissent là. Et puis en fait à la fin de mon reportage, quand il faut que je rajoute des illustrations et que j'ai déjà placé, on va dire, les illustrations principales, eh bien je retourne dans cette timeline des plans non utilisés et puis je regarde ce qui pourrait être intéressant, ce que je pourrais utiliser. Et puis quand je prends un plan de cette timeline, généralement je mets un code couleur. Ce qui est bien avec ce reportage, c'est grosso modo j'utilise on va dire 80% des illustrations au total que j'ai filmées. Quasiment tout ce que je filme finit dans le reportage, quasiment tout est utilisé, donc ça c'est génial. Au moins ça montre que j'ai pas perdu de temps à filmer des choses entre guillemets qui ne finiront pas dans le reportage. Et puis généralement je fais une séquence introduction également parce que là c'est des plans bien particuliers. Je préfère faire voilà mon petit montage, je choisis mes musiques dans cette timeline et puis ensuite je copie le tout sur la timeline finale. Donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué, mais au moins ça permet d'être un peu organisé. Et puis comme d'habitude, moi je n'utilise pas de proxy. J'ai un ordinateur on va dire assez puissant, mais j'ai pas non plus la bête de course avec toutes les dernières technologies. Par contre, ce que je fais, c'est que ma timeline est toujours en 1080. Il y a uniquement lors de l'export que je repasse ma timeline en 4K. Franchement, il n'y a pas besoin du tout de monter un projet en 4K. Vous pouvez le monter en 1080, ça suffira. Alors là, la verticale, je suis à 816, c'est juste pour avoir l'équivalent du 235. Alors au niveau de l'étalonnage, comment ça s'est passé? Comme d'habitude, je vais vous remontrer quelques plans. Alors voilà grosso modo à quoi ressemble mon arbre des nœuds. Hein. Il y a 2-3 choses dessus, mais il n'y a rien de très compliqué. Surtout là, sur ce projet, je suis resté sur des choses quand même relativement simples. Je vais désactiver tous les nœuds. Donc je suis parti du S-Log 3, je rappelle j'ai filmé en 4K Ultra HD, en 4:2 10 bits et en All Intra. Habituellement le S-Log 3, généralement je pars de la lutte Sony qui fonctionne on va dire plus ou moins bien, mais là pour changer je suis parti de la conversion d'espace colorimétrique. Donc voilà à quoi ressemble la conversion d'espace colorimétrique. Hein. Donc tu vois l'objectif c'est de passer en Rec 709, donc vraiment très simple.
Donc je vais te le mettre en plein écran, tu vois le avant-après. Donc on a quand même une image qui est très jolie là, juste à partir du Rec 709. Alors évidemment, il y a toujours des choses à faire. C'est vrai que le S-Log 3 Sony a tendance à être peut-être un petit peu rougeâtre. Là, on a un chouïa peut-être de ton un peu rouge dans les tons sombres. Donc ensuite, j'ai fait quelques corrections. J'ai un nœud juste avec la température de couleur. Tu vois mon histogramme, j'ai rebalancé, reneutralisé un petit peu mon image. Tu vois, là, on a quelque chose d'un peu chaud, un peu rouge. Si on prend comme référence son vêtement blanc, voilà, avec ça, c'est sans la correction de température de couleur et ça avec. Donc on a quelque chose, un chouïa plus neutre. Alors évidemment, en comparaison, on dirait que c'est plus froid, mais en fait, c'est juste plus neutre. Et moi, je préfère partir de quelque chose d'un peu plus balancé et seulement par la suite décider ou non de réchauffer et de faire des changements au niveau des teintes et des différents tons. Donc j'ai aussi une réduction de bruit assez légère, mais voilà, j'ai une petite réduction de bruit pour traiter le S-Log 3. J'ai mon nœud primaire, généralement c'est sur ce nœud que je fais la plupart de mes corrections, mais là j'ai fait assez peu de choses, donc ça c'est sans le nœud et ça c'est avec. Donc tu vois, il y a un petit peu plus de contraste. J'ai récupéré légèrement des informations dans mes tons clairs, j'ai adouci voilà, vraiment le point blanc, un petit peu les tons clairs. Je suis resté vraiment sur quelque chose d'assez léger. J'ai un petit nœud au niveau de la peau, donc vraiment très léger. En fait, là, ça se voit quasiment pas, vous n'allez pas le sentir. Donc là, il est désactivé, là, il est activé. En fait, la peau était légèrement jaune, il y avait une petite dominance de jaune, donc j'ai rebalancé ça. Et puis, j'ai un deuxième nœud pour les éclats, les petites brillances de peau. Mais là, voilà, il n'y en avait pas vraiment sur celui d'Emeline, donc il n'y a pas eu beaucoup de corrections. Il y a un très léger vignette. Enfin, là, j'ai utilisé un masque juste pour remonter un petit peu la partie centrale, la partie de son visage. Tu vois, là, on le sent un petit peu. Je trouvais que c'était un petit peu sombre. Donc, c'est juste quand même pour mettre l'emphase sur notre sujet. Et puis, ensuite, j'ai un nœud au niveau des couleurs. Donc, généralement, sur ce nœud, je désature un petit peu certaines couleurs. Généralement, c'est surtout le jaune, un peu le vert que je désature. C'est très léger. Mais ensuite, avec le look, ça me permet de créer mon ambiance. Donc, tu vois, ça, c'est le look. On a un petit peu de ton chaud dans les hautes lumières, légèrement de vert dans mes tons foncés. C'est une ambiance que moi j'aime bien créer, voilà, sur ce genre de projet. J'ai remis un petit peu de glow, mais assez léger parce que finalement on en a quand même pas mal d'origine avec l'effet mist sur le filtre Freewell. Et ça me permet aussi de renforcer un petit peu le contraste, ça permet de fluidifier les transitions entre les différents tons. Notamment au niveau du visage, hein, ça se sent, on a un peu plus d'éclat, c'est plus unifié. Donc voilà, moi l'effet glow c'est quelque chose évidemment qui est absolument fantastique sur la version studio de Resolve. Et puis j'ai un nœud sharp, mais en fait là j'ai rien mis, j'ai pas fait d'effet de netteté, j'ai pas rajouté non plus de grains. Voilà, c'est pas des choses essentielles sur ce genre de projet. J'avais créé le nœud au cas où, mais je l'ai pas utilisé. Donc ça c'est le plan large hein, qui a été filmé avec le Sony A7 IV. Maintenant je vais vous montrer donc la deuxième caméra, donc ça c'est le Sony A7C. Donc ça c'est sans l'étalonnage, hein. Pareil on est en S-Log 3 mais je rappelle, donc là c'est de la 4K mais on est sur du 8 bits et ça doit être du 4.2.0 il me semble avec le Sony A7C. Donc ça c'est la conversion d'espace colorimétrique. Tu vois que là on a quelque chose de très différent par rapport au Sony A7 IV. On a des teintes assez magenta, hein, beaucoup au niveau des tons sombres, au niveau des cheveux. On a l'impression qu'on n'a pas du tout la même couleur que sur l'autre plan. Donc là il y a eu un peu plus de travail, voilà. J'avais tout simplement mis en chevauchement mon plan large comme référence et puis comme ça sur mon histogramme j'ai un petit peu mes informations de référence. Donc évidemment là au niveau de la white balance c'était très important. Tu vois que sur l'histogramme on a une dominance de ton rouge. Donc l'objectif c'est de trouver un équilibre et de rehausser un petit peu, d'avoir quelque chose de plus neutre. Tu vois, donc j'ai descendu mes tons rouges, j'ai une réduction de bruit, un peu de travail au niveau des nœuds primaires. Là, c'était surtout augmenter l'exposition, un petit peu les tons moyens pour avoir quelque chose d'un peu plus doux, un peu moins contrasté. Il y a eu un petit peu de travail au niveau de la peau, mais pas tant que ça. Un petit peu de vignette, un petit peu de travail au niveau des couleurs. Là, c'était pour enlever aussi le rouge qui était assez présent, le magenta. Le look était important aussi pour rapporter un petit peu de jaune et essayer de retrouver les teintes que j'avais sur la 7 IV. Et puis, il y a du glow, voilà, pour unifier un petit peu le tout. Donc voilà, ça, c'est le résultat final. Si je te montre, tu vois, avec la 7 IV, on s'en rapproche un peu. Honnêtement, surtout là, quand je le regarde maintenant, c'est pas parfait, hein. On sent qu'on n'est pas exactement sur la même ambiance, mais disons qu'on s'en rapproche. Et voilà, pour ce genre de projet, c'est suffisant. On va pas y passer des heures non plus. En comparaison du Rec 709 et de l'étalonnage maintenant,
moi ça me suffit, c'est déjà mieux et on a une image qui est un peu plus similaire à celle de la 7 IV. Et puis ensuite, grosso modo, à chaque fois je repars du coup de l'étalonnage de mon interview et puis il y a très peu de changements. À chaque fois ça va être juste rehausser l'exposition, peut-être ajuster s'il y a une petite dominance de couleur, mais grosso modo, à chaque fois, il y a assez peu de changements. Par exemple, on a ce plan-là. Grosso modo, ça va être la même chose. Je pars de la conversion d'espace colorimétrique. Donc, si tu veux, ça, c'est le S-Log 3. Ça, c'est la conversion d'espace colorimétrique. Et ça, c'est mon étalonnage. Donc, tu vois, grosso modo, j'ai adouci. Moi, je trouvais qu'il y avait un peu de rouge, un peu trop de magenta sur la conversion d'espace colorimétrique. J'ai adouci un petit peu tout ça. Mais sinon, on est sur une ambiance quand même assez similaire au plan d'origine. Voilà, là, j'ai encore un autre plan. Donc, ça, c'est le S-Log 3. Ça, c'est la conversion d'espace colorimétrique. Et ça, c'est mon étalonnage. Tu vois, il n'y a pas d'énormes différences, hein. À chaque fois, j'ai essayé d'unifier et surtout garder un étalonnage homogène par rapport à l'étalonnage de l'interview et à l'ambiance que je veux apporter surtout le reportage. Voilà les amis pour ce making of, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci à Vivien pour tous ces plans de making of. C'est vrai que c'est quand même plus intéressant et plus simple pour moi d'avoir quelqu'un qui vient spécialement filmer le making of. Et en plus de faire des souvenirs de tournage, ça permet d'avoir une vidéo beaucoup plus visuelle, beaucoup plus parlante aussi pour vous. Donc si c'est pas encore fait, encore une fois, je vous invite à aller découvrir ce reportage, hein. Il est toujours sur ma chaîne YouTube. Il dure 20 minutes, mais franchement ça passe vite et personnellement, encore une fois, c'est pas parce que c'est mes reportages, mais je trouve le sujet hyper intéressant. Et là, pour le coup, c'est très visuel, ça se laisse regarder assez facilement. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller découvrir encore plus leur univers à Hémisphère, hein. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux, Instagram et puis surtout Twitter. N'hésitez pas à aller vous renseigner, hein. Vous avez peut-être envie aussi de vous offrir une gravure ou d'offrir à un proche une gravure. C'est vrai que c'est très visuel, ça donne un peu plus de style à son boîtier PC. Et puis on peut avoir quelque chose de très personnalisé. Et puis pour couronner le tout, ils sont tous les deux hyper sympathiques, très bien. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les suivre. Voilà, et puis surtout, je suis très content de cet A7 IV. Là, je dois le rendre, évidemment, c'est juste un prêt. Mais j'avoue, quand je vois toutes les nouveautés qui sont arrivées sur ce boîtier, j'aurais envie de remplacer mon A7 III par ce nouveau boîtier. Évidemment, je vous prévois une review sur l'A7 IV. J'ai quasiment fini de la monter. En fait, ça va être une comparaison directement entre l'A7 IV et l'A7 III. Comme ça, je pense que ça va répondre à la plupart des questions et des doutes que vous pouvez avoir. Ça arrive d'ici quelques jours sur la chaîne. Voilà les amis, j'attends vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à partager ce reportage si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Merci à vous d'être toujours présents sur cette chaîne, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. Ciao les artistes!